programme va être assez simple. Je vais vous présenter en 2 minutes. La majorité des gens ici connaissent le réseau Vie, mais je vais en dire quand même 2 minutes. Après, je laisserai la parole à Aude Merkovic, qui gentiment a accepté de venir présenter Nicolas Boer, parce que c'est grâce à elle que Nicolas est là ce soir. Et j'en profite pour lui faire un peu de publicité. Elle a amené un certain nombre de livres. Aude fait un travail juste remarquable pour tout ce qui est au niveau juridique et la protection de l'enfance, puisqu'elle s'occupe d'une association que vous connaissez sûrement qui s'appelle les Juristes pour l'enfance, et elle a amené quelques livres qu'elle vous dédicacera pour ceux qui le souhaitent en partant. Voilà. Alors, le réseau Vie, rapidement, ah oui, je voulais juste avant de commencer aussi remercier Alain Fumé qui est derrière la caméra, qui a organisé, qui a gentiment accepté de prendre en charge le nouveau cycle de conférences du réseau Vie. Donc merci Alain, c'est grâce à lui aussi que tout ça a été organisé, la réservation de salles, enfin, il y a beaucoup de petites choses pour qu'une soirée comme ça soit réussie. Juste déjà, vous pouvez déjà noter notre prochaine conférence, ça sera le mercredi 7 décembre à 20h30, ça sera au même lieu et on accueillera le professeur Écochard qui parlera sur un thème très important à nos yeux qui est la pilule contraceptive et les jeunes. Quel risque présente-t-elle pour les jeunes filles qui le prennent? Et ce qu'en disent les neurosciences. Donc, le professeur Écochard, pour ceux qui l'ont déjà écouté, est assez passionnant. Il y a vraiment un savoir au niveau neurosciences qui est assez incroyable. Il étudie des tas d'études qui lui arrivent du monde entier. Et c'est vraiment assez surprenant, souvent, les conclusions que montrent ces études, sur lesquelles, malheureusement, on ne parle pas toujours assez. Voilà. Réseau Vie a 2 vocations, très rapidement. La première vocation qu'a Réseau Vie, c'est de fédérer les mouvements vides dans le Rhône. Donc on fait ça par différents moyens. Entre autres, on publie, je n'ai pas beaucoup, mais je pourrais vous en fournir, une plaquette qui rassemble tous les mouvements vides du Rhône. Et nous avons la joie et la chance d'avoir pour tout le monde, que ce soit les AFC, Alliance Vita, Fondation Le Jeune, les méthodes naturelles, les maisons d'accueil, les centres de formation, l'Institut de la théologie du cœur, voilà, tout le monde est présent dans ces réunions, parce qu'on fait 2 réunions par an, et le fruit, entre autres, c'est cette plaquette. La deuxième raison d'être du réseau Vie, c'est d'aider des projets à émerger et à aller jusqu'au bout. Donc, on est souvent la mouche du coche, hein, soyons très francs. Là, je n'ai pas pu malheureusement dîner avec Nicolas ce soir parce que j'étais à Fourvière et là il y a donc quelque chose qui va se monter à Fourvière. Donc le recteur était très fanatique et très favorable. On ne savait pas s'il le serait. Il va y avoir sur Lyon un groupe d'écoute des femmes post-IVG. Donc ça sera un beau groupe. Donc, alors, typiquement là-dessus, on a mis en relation. Il y aura un prêtre, une psychologue, un médecin et la responsable de Mère de Miséricorde qui mènera ça. C'est un projet que je trouve très beau. En fait, il est à l'origine, pour ceux qui étaient là, la dernière Assemblée Générale, pas la précédente, mais celle de 2021. On avait invité l'abbé Sprit, qui avait écrit sur le témoignage de 9 femmes qui ont avorté. Et durant sa conférence, à plusieurs reprises, il nous a dit « Je ne peux pas tout faire. Je suis prêtre, moi je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin. Et pourtant, j'aurais tant besoin d'avoir une équipe. » Donc le projet a mûri dans l'année et la première réunion aura lieu le 12 octobre et on a souhaité que ce soit à Fourvière que se passent les réunions parce que pour tous les Lyonnais, Fourvière a un sens très fort, entre autres au point de vue de la miséricorde. Voilà. Et dernière chose, vous avez compris aussi que la foi fait partie intégrante, la prière fait partie intégrante de notre association. Je me permets de faire une publicité et Pascal Marion est là. Le réseau Vie co-animera le futur rosaire pour la vie que mène depuis des années Pascal. Et il aura lieu le 15 octobre à Notre-Dame de Fourvière à 10h30 le matin. Pour ceux qui veulent, c'est important aussi, parce que sans la prière, nous pensons que notre combat sera difficile à mener. Voilà, donc je laisse la parole à Aude pour présenter Nicolas. Et après, voilà, donc j'ai laissé 45 minutes, 1 heure à Nicolas, je serai là pour tenir les horloges. Et après, il y aura bien sûr un temps de questions-réponses. Et à l'issue de la conférence, pour ceux qui sont en présentiel, nous aurons un petit verre. Merci Patrick. Alors bonsoir à tous, bonsoir Nicolas. Donc j'ai le plaisir d'introduire ce petit topo de Nicolas Boer sur la question de l'avortement, un combat mondial. Donc je remercie le réseau Vie de me donner cette occasion de le rencontrer des visu, parce que ça fait longtemps que nous échangeons ensemble, étant donné que nos associations sont amies
et camarade de combat, on va dire, entre juristes en plus. Et donc c'est un plaisir de l'accueillir à Lyon, même si en réalité il est chez lui, puisque j'ai appris pendant le dîner que Nicolas était lyonnais. Voilà, alors donc il est juriste au sein de l'ECLJ, donc l'European Center for Law and Justice, organisation non gouvernementale qui est centrée à Strasbourg et qui se dévoue à la promotion, à la défense des droits de l'homme. C'est un organisme qui intervient auprès des différentes institutions et en particulier au sein du Conseil de l'Europe et notamment devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors Nicolas, tu interviens sur le thème de l'avortement, donc un combat mondial. Et une fois n'est pas coutume, nous nous réunissons finalement dans une espèce de contexte de victoire, puisque nous sommes encore un peu sous l'onde de choc de l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis de juin dernier. Et nous savons bien que de toute façon, il n'y a pas de sens de l'histoire, que rien n'est écrit et que rien n'est définitif. Hein, le fameux effet cliqué, ce n'est qu'une notion politique, ça. On peut bien sûr revenir sur tout. Mais nous le savons, bien sûr, et nous en sommes convaincus, c'est pour ça qu'on est là, mais de le voir se réaliser de temps en temps, c'est quand même toujours encourageant. Donc je te cède la parole donc, pour évoquer avec nous donc, la question donc, du combat pour la vie à l'échelon mondial, et notamment, grâce à vous, le CLJ. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup Aude. Effectivement, si après cette conférence ce soir, vous vous dites que tout n'est pas perdu et que les choses n'iront pas forcément toujours dans la mauvaise direction, je pense que j'aurai atteint mon objectif. Alors d'abord, merci beaucoup au Réseau Vie pour ses initiatives et pour son invitation ce soir. C'est un plaisir d'être à Lyon, qui est effectivement ma ville natale. J'ai grandi dans le département de l'Ain, donc pas très loin. Donc, je représente le CLJ, que Aude a très bien présenté. Donc, nous intervenons de deux manières auprès des institutions, donc à la fois au niveau international et au niveau européen, donc à l'ONU et au Conseil de l'Europe. Nous intervenons par des procédures qui sont prévues par ces institutions, qui donnent une grande place aux ONG. Et nous intervenons aussi par ce qu'on appelle souvent le lobbying, donc voilà, tenter de les influencer de l'extérieur. Nous n'intervenons pas uniquement sur les sujets pro-vie, je parlais principalement de l'avortement ce soir, mais nous intervenons aussi sur d'autres sujets, en particulier la liberté religieuse, la liberté d'expression, ou encore la pornographie. Voilà, donc on a des combats un peu plus complets. Ce soir, je vais essayer de décrypter quelques actualités, en partant effectivement de victoires pro-vie, donc plutôt étrangères, malheureusement, mais c'est quand même bien d'avoir ces modèles, et aussi revenir sur plusieurs enjeux autour de l'avortement. Quand vous entendez parler d'avortement au niveau français, c'est souvent parce que donc il y a de nouvelles lois qui vont venir allonger le délai de l'avortement ou des débats qui vont remettre en cause l'objection de conscience. Mais ce soir, je vais me situer à un niveau qui est au-dessus de la loi, donc au niveau constitutionnel, donc qui est la norme suprême de chaque nation, et au niveau international. Donc dans les deux cas, les normes qui sont au niveau constitutionnel ou international sont au-dessus de la loi et s'imposent à la loi hiérarchiquement. Et donc on va partir donc de deux belles décisions de cour constitutionnelle en Pologne et aux États-Unis. Est-ce qu'on peut arrêter 5 minutes la conférence? Malheureusement, on a un problème, plus personne. Et la majorité des gens ne peut suivre la conférence. On pourrait essayer de retrouver la solution. La conférence, c'est pas lié au vidéoprojecteur. On ne sait pas. On ne sait pas, personne n'a rien fait et l'écran s'est remonté. Ni Aude, ni personne n'a bougé et touché comme non, ce c'est soir. pas moi. Non, ça va.
C'est reparti. Non, c'est juste ici qu'il n'y a pas de ligne de projecteur. Mais c'est pas grave. Bah, tant Mais- mieux. C'est pas grave, Mais il s'est pas éteint tout seul là-haut, non? Ben oui, on n'y a pas touché, c'est éteint tout seul. Il faudrait peut-être allumer ce côté. Mais c'est pas grave, on a le conférence devant nous. donc, Oui, c'est ça, tant mieux. Les gens Tout va bien. vont tous les parts, donc on continue. Très important. Du coup, on va partir de la Pologne et des États-Unis, qui ces 2 dernières années ont eu 2 bons jugements de leur cour constitutionnelle. Ensuite, je parlerai un petit peu du débat à venir en France sur l'insertion de l'avortement dans la Constitution française. Voilà, pour quand même donner quelques clés de lecture au niveau français. Enfin, je parlerai de la question du droit à l'avortement que des lobbies ont pour projet d'imposer au niveau international, donc au niveau supranational. Et donc, on va voir quelles sont les méthodes de ces lobbies pour l'imposer et faire un état des lieux à la fin du droit international pour voir que pour le moment, ils ont échoué. Donc voilà, pour reprendre ce que disait Aude, si ça donne un certain optimisme à la fin, tant mieux. Donc d'abord, ces 2 dernières années, il y a eu 2 jugements très importants en Pologne et aux États-Unis. Donc 2 jugements que je connais bien puisque le CLJ, mon ONG, est intervenu dans la procédure devant ces 2 cours, donc le tribunal constitutionnel polonais et la Cour suprême des États-Unis. Donc je vais commencer par la Pologne. En octobre 2020, le tribunal constitutionnel a abrogé ce qu'on appelle l'avortement eugénique. L'avortement, donc, il sélectionne les enfants handicapés ou malades. Avant, en Pologne, il y avait 3 motifs qui permettaient d'avorter. Donc les motifs habituels, la santé ou la vie de la mère en danger, le viol ou l'inceste comme cause de grossesse. Et le 3e motif, c'était, donc je cite, une forte probabilité de handicap grave et irréversible du fœtus. Et donc le tribunal constitutionnel a abrogé ce motif. Il a considéré que ce motif d'avortement était inconstitutionnel. Et donc dans l'idée un petit peu de comprendre et aussi d'exporter ces victoires, on peut s'interroger sur les différents facteurs qui ont mené à ça, puisqu'on part quand même, la Pologne part de loin, elle faisait partie des États de l'Est, donc soviétiques, et donc il faisait partie quand même des pires sur l'avortement. Et maintenant, elle a quand même, avec ce jugement, elle est un des pays le plus pro-vie au monde. Donc dans les facteurs, il y a déjà la Constitution. Tout simplement, ça peut paraître évident, mais parfois il y a des principes constitutionnels qui sont clairs, mais on met quand même du temps à les appliquer. En Pologne, il y avait 2 principes constitutionnels qui sont toujours la protection de la vie avant la naissance et la non-discrimination en raison du handicap. Donc le tribunal constitutionnel a simplement pris ces 2 principes et les a appliqués à l'avortement. Donc si la vie avant la naissance est protégée et si on n'a pas le droit de discriminer en fonction du handicap, logiquement, l'avortement pour raison du handicap devait être abrogé. Donc voilà, ce tribunal constitutionnel n'a fait qu'appliquer le droit. Ensuite, il y a des facteurs politiques et religieux, donc on entend plus parler dans les médias, donc il y a peut-être moins besoin de les développer. Le gouvernement est conservateur, il a nommé de bons juges pro-vie, et donc évidemment ça a changé la composition de cette cour constitutionnelle. Mais il y a aussi le contexte international, et donc je suis aussi surtout ici pour parler de ça. Il y a un mouvement un peu plus large que la communauté pro-vie qu'on peut observer contre l'eugénisme au niveau international, et avec au cœur de ce mouvement un comité de l'ONU qui est le comité des droits des personnes handicapées, qui est le comité qui est spécialisé sur les droits des personnes handicapées. Donc c'est celui qui interprète la convention qui protège les droits de ces personnes, qui a été signée par quasiment tous les États du monde. Et ce comité, alors on a parlé un petit peu en France déjà sur d'autres sujets, sur l'affaire Lambert. C'est ce comité qui avait ordonné à la France de ne pas euthanasier Vincent Lambert, puisqu'il avait considéré que cette euthanasie était aussi une discrimination en raison du handicap. Et ce comité a pris peu à peu une ligne sur l'avortement qui refuse cette différence de traitement entre les fœtus avec des règles différenciées en fonction
leur état de santé, en particulier en fonction du handicap. Et ce comité, il a recommandé à plusieurs États d'abroger cette différence de traitement. Donc la Pologne a pu s'appuyer dessus pour aller dans ce sens. Donc, je cite ce qu'il a dit en 2018 et qu'il a réitéré plusieurs fois depuis. Les lois qui autorisent explicitement l'avortement en raison de handicap violent la Convention des droits des personnes handicapées. Donc, convention que les États ont signé et ratifiée et donc qu'ils se sont engagés à respecter. Donc voilà, il y a ce contexte international qui est quand même porteur et on voit souvent, quand on écoute la radio, quand on regarde la télévision, on voit souvent la configuration de la Pologne qui est face à des institutions européennes hostiles. Bon, tout ça c'est évidemment vrai, mais il y a aussi au niveau international des normes sur lesquelles la Pologne a pu s'appuyer. Il y a de nombreux recours contre la Pologne, initiés par des associations qui ont rassemblé des femmes qui voulaient avorter, de recours qui vont à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc voilà, la Pologne doit encore pas mal se justifier sur cette position. Mais pour le moment, la Cour a rejeté les premiers recours. Et donc c'est plutôt positif. Ensuite, les États-Unis, donc même configuration, un jugement d'une Cour constitutionnelle, la Cour suprême des États-Unis, qui est chargée d'interpréter et d'appliquer la Constitution des États-Unis. Et donc, ce jugement, vous en avez peut-être entendu parler davantage, puisque depuis juin, il y a eu des articles dans le monde entier sur le sujet. Alors, pareil, je vais parler un petit peu du jugement et ensuite voir quels facteurs ont pu mener à ce jugement. Aux États-Unis, l'avortement, depuis 1973, était protégé par la Cour suprême des États-Unis. Donc, les États-Unis, c'est pas comme nous où l'avortement s'est imposé par la loi, c'est la Cour suprême, donc des juges, 9 juges, qui ont décidé que, en interprétant leur constitution, l'avortement devait être libre et sur demande jusqu'au seuil de viabilité du fœtus, donc 20-24 semaines, selon les interprétations. Mais du coup, c'était une protection très très large de l'avortement et basée sur la Constitution. Et c'est le seul pays qui a fondé sur sa Constitution une protection aussi large de l'avortement. Il y a d'autres exemples, j'en parlerai un petit peu après, dans les pays ex-soviétiques, mais la protection n'était pas aussi large. Vraiment, aux États-Unis, on entend souvent qu'ils sont revenus sur le droit à l'avortement, que c'est horrible, etc., mais on était vraiment dans un extrême. Et là, ce qu'a fait la Cour suprême en juin 2022, dans un arrêt qui s'appelle Dobbs, c'est de dire l'avortement est une compétence qui est liée justement à la loi, donc au niveau fédéral ou au niveau fédéré, au niveau de l'État fédéral à Washington ou au niveau des États, mais c'est pas une compétence, c'est pas une question qui doit être réglée à partir de la Constitution. Et donc ça permet à de nombreux États conservateurs de faire évoluer leur loi sur l'avortement. Donc si on prend les facteurs qui ont permis ces victoires, bon déjà pareil, il y a un facteur juridique tout simple, c'est que il n'y avait rien dans la Constitution pour créer un droit à l'avortement. En 1973, ce droit avait été créé vraiment à partir de rien. Pour vous citer précisément, l'arrêt de 1973, sur quelle disposition de la Constitution il se basait, c'est sur le 14e amendement de la Constitution des États-Unis, qui disait « Aucun État ne privera une personne de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière. » Donc voilà, les 9 juges sont partis de cette phrase pour créer un droit à l'avortement jusqu'au seuil de viabilité. Donc il n'y a pas grand-chose dans cette phrase. En fait, ils sont partis du mot liberté et ils ont décidé que l'avortement était inclus dans le mot liberté. Et ensuite, si on lit l'amendement, donc la liberté pouvait être restreinte avec une procédure légale régulière, mais ils ont décidé qu'avant 20-24 semaines, ça faisait partie de la liberté des femmes d'une manière tellement évidente et absolue qu'en fait les États ne pouvaient pas restreindre le droit à l'avortement avant 20-24 semaines, avant le seuil de viabilité. Donc les juges, en juin 2022, ont reconsidéré ce point de vue et se sont dit que les bases étaient très fragiles pour créer ce droit à l'avortement dans la Constitution.
Ensuite, il y a un facteur politique, évidemment, puisque, comme toujours, les cours constitutionnels sont quand même toujours un peu plus liés au pouvoir que d'autres juridictions. Donald Trump a nommé plusieurs juges pro-vie, et les États conservateurs ont eu pour stratégie d'adopter différentes lois en vue qu'elles soient contestées devant la Cour suprême, pour que la Cour suprême, en examinant ces lois, la nouvelle Cour suprême pro-vie, en examinant ces lois, revoit la jurisprudence de 73. Et un autre facteur que je voulais développer, puisqu'il est moins connu et que peut-être il pourrait nous inspirer davantage en Europe, c'est le rôle de l'Église, puisque dès janvier, donc en janvier 73, il y a eu l'arrêt Roe v. Wade qui a créé le droit à l'avortement. Dès avril, la Conférence des évêques des États-Unis a créé l'association qui est devenue la plus grosse association pro-vie aux États-Unis. Elle a été créée par les évêques, alors qu'à ce moment-là, ils étaient assez seuls. Les fidèles ne se sentaient pas encore très concernés. Et les églises évangéliques, qui sont maintenant très actives, étaient silencieuses et assez ambiguës sur l'avortement, notamment dans les premières semaines. Et donc les évêques ont créé cette association, donc, qui existe toujours, qui est la plus grosse aujourd'hui. Et ils ont créé aussi un plan pastoral pour la vie, qui n'a pas d'équivalent en Europe, et je ne suis pas sûr qu'il ait d'équivalent dans le monde, puisqu'il prévoit une structure pro-vie à chaque niveau de l'Église, donc dans chaque paroisse. Les évêques demandent à ce qu'il y ait un référent pro-vie dans chaque diocèse et dans chaque État. Et donc il y a un comité pro-vie à chaque fois qui organise des initiatives très concrètes. Donc voilà, c'est pas seulement du discours politique, c'est vraiment aller, par exemple, collecter dans les supermarchés du matériel pour les femmes enceintes ou des écoutes post-IVG comme va faire le réseau Pro-Vie. Ce type d'initiative aux États-Unis a été organisé d'abord par l'Église, et sans l'Église, il aurait pas été aussi, ces initiatives n'auraient pas été aussi bien déployées. Donc voilà, nous avons deux victoires pro-vie au niveau constitutionnel, et qui sont en France maintenant. Donc déjà après le jugement polonais, il y avait eu des réflexions là-dessus, mais encore plus depuis le jugement aux États-Unis, qui sont instrumentalisés pour, au contraire, protéger l'avortement au niveau constitutionnel. Donc insérer un droit à l'avortement dans la Constitution française. Donc ce débat, il n'est pas qu'en France, des politiques l'ont lancé dans d'autres pays d'Europe, mais pour le moment en Europe, c'est le seul pays où ce débat risque vraiment de mener à un résultat, puisque le gouvernement a dit adhérer à ce projet au début de l'été dernier. Alors on ne sait pas à quel point ils sont motivés, puisqu'ils en ont peu reparlé depuis, mais on est sûr que donc il y a au moins une proposition de loi qui a été déposée, de nombreux groupes politiques sont d'accord, aucun groupe politique n'a dit s'y opposer, et donc du coup c'est quand même possible. Et donc je vais essayer de vous donner quelques éléments utiles sur ce débat d'insérer l'avortement dans la Constitution française. Bon, déjà, pour comprendre, ce ne serait pas qu'un symbole, puisque une disposition constitutionnelle a une protection supérieure qu'une loi est plus difficile à changer. Donc c'est comme quand je parlais du droit international après, le fait de vouloir protéger l'avortement au titre des droits fondamentaux, que ce soit au niveau constitutionnel, au niveau international, ça a vraiment un impact ensuite sur l'avenir de ce qu'on pourra faire pour protéger les enfants à naître. Alors actuellement en Europe, l'avortement il est soit dépénalisé, donc comme au Royaume-Uni, en Italie, soit il fait partie des politiques de santé comme n'importe quelle opération médicale, comme en France. Mais du coup, il n'y a aucun pays d'Europe qui protège l'avortement au niveau constitutionnel. J'ai cherché s'il y avait des précédents dans le monde, et en faisant une recherche vraiment approfondie, donc je pense que j'ai tout couvert, j'en ai trouvé qu'un, qui est l'ex-Yougoslavie, qui protégeait l'avortement dans sa constitution. Donc voilà, un pays qui n'a quand même pas très bonne
réputation. Et c'est sa dernière constitution communiste dans laquelle l'avortement était protégé. Donc c'est la même constitution, par exemple, qui a considéré que, qui a proclamé Tito, le dictateur Tito, président à vie. Donc voilà, c'est le seul précédent qui existe. Le mois dernier, il y a eu une tentative au Chili d'insérer l'avortement dans la Constitution, mais la population l'a rejeté. Ça a été soumis à référendum. Et ensuite, il y a des pays qui vont inclure l'avortement dans leur jurisprudence. Donc on a parlé des États-Unis pendant 50 ans, donc ça aussi c'est fini. Et il y a quelques pays qui interprètent leur constitution comme incluant l'avortement, mais vraiment sans être très précis et au tout début de la grossesse. Il y a quelques cours constitutionnels qui se sont exprimés sur le sujet. Donc il y a la Slovénie, la Bulgarie, la Slovaquie et la Croatie. Mais en France, l'idée serait de protéger davantage donc, ce qui est actuellement dans la loi. Donc 14 semaines, ce serait de le mettre au niveau constitutionnel. Bon, rien n'est joué. Et depuis l'été dernier, le gouvernement n'en a pas reparlé. Et ce n'est sans doute pas sa priorité. Donc maintenant, je vais vous parler plutôt du niveau supranational, puisque c'est à ce niveau-là que le CLJ agit. Et donc c'est ce que je connais le mieux et ce que je vois au quotidien. Je vais vous parler à la fois du lobbying pro-avortement qui vise à protéger l'avortement au titre des droits de l'homme. Donc des droits de l'homme qui sont... Quand je parle... Ah oui, je vais peut-être préciser ça quand même. Quand je parle de droits de l'homme, je ne parle pas d'une idéologie où je ne dis pas que... il faut absolument s'appuyer sur les droits de l'homme pour défendre tout discours. Je me base vraiment du point de vue du juriste. Les droits de l'homme, ça fait partie du droit au niveau européen et au niveau international. Et il y a différentes conventions qui ont été signées par les États qui protègent les droits de l'homme, et ensuite des juridictions ou des institutions qui les interprètent et les mettent en œuvre. Donc voilà, quand je parle de droits de l'homme, je fais référence à cela, je fais référence à un point de vue juridique. Donc pour le moment, l'avortement n'est pas protégé par les droits de l'homme, n'est pas protégé par aucun traité, aucune convention, ni explicitement ni implicitement. Il n'est pas protégé non plus par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ni par aucun comité de l'ONU. Mais le droit international peut changer, évidemment, et il y a un fort lobbying depuis les années 90 pour protéger l'avortement à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau mondial. Et donc cela impliquerait que chaque État qui n'autorise pas ou pas assez l'avortement, ou le restreint trop, violerait le droit international et ensuite aurait toutes ces institutions internationales sur son dos si il ne fait pas sur l'avortement. Donc ce lobbying, il a commencé il y a longtemps, mais les années 90 sont clés. Et je vais partir d'une citation de Jean-Paul II, qui est dans Evangelium Vitae, probablement que vous connaissez tous. C'est une encyclique du pape Jean-Paul II, une lettre dans laquelle il aborde toutes ces questions pro-vie. Et donc il y a une phrase qui passe un peu inaperçue, mais derrière cette phrase, il y a de nombreuses réalités qu'a pu observer Jean-Paul II. Donc je vais partir de cette phrase. Jean-Paul II appelle à, donc je le cite, ne pas sous-estimer le réseau de complicité qui se développe jusqu'à associer des institutions internationales, des fondations et des associations qui luttent systématiquement pour la légalisation et pour la diffusion de l'avortement dans le monde. Donc Jean-Paul II, il a publié cette encyclique en 1995, un an après la conférence internationale du Caire de 1994, qui a été donc une conférence qui a réuni tous les États de l'ONU et pendant laquelle la bataille sur l'avortement a vraiment été difficile à mener. Et plusieurs observateurs disent que sans l'action du Saint-Siège et sans l'action de Jean-Paul II, il y aurait vraiment eu, dès cette date, un droit à l'avortement protégé au niveau international. Et donc Jean-Paul II, ce qu'il a observé et ce qu'il dénonce par la suite dans cette phrase, c'est ce lobbying pro-avortement et ses méthodes. Puisqu'au Caire, du coup, où tous les États du monde se réunissaient
pour discuter de droits de l'homme. Le planning familial, donc la fédération de tous les plannings familiaux du monde, avait réussi à représenter 60 délégations gouvernementales. Donc il y avait 60 gouvernements qui étaient représentés par un membre du planning familial. Donc quand le gouvernement s'exprimait, c'était un membre du planning familial en fait, qui s'exprimait. Le planning familial avait réussi aussi à obtenir une position très importante. Son président était le président du comité qui préparait le document final qui allait être adopté par tous les États. Dans les conférences internationales comme celle-ci, il y a toujours ce qu'on appelle des travaux préparatoires, pendant lesquels, et même encore avant les travaux préparatoires, pendant lesquels on prépare à l'avance le document final qui va être ensuite discuté, modifié, amendé, puis adopté. Et donc le président du comité qui s'occupait de rédiger ce document était aussi président du planning familial. Et ensuite, comme dans toute réunion internationale, il y a de nombreux experts qui sont consultés. Et ces experts au Caire n'avaient pas de financement intégral de l'ONU pour leurs déplacements, et donc faisaient appel à des fonds privés. En fait, le planning familial a aussi fait venir des experts du monde entier pour parler. Donc non au nom du planning familial, juste en leur nom, donc ils étaient professionnels de santé, universitaires, etc. Mais leurs billets d'avion, tous leurs déplacements étaient prévus et financés par le planning familial. Donc voilà, tout était un petit peu organisé et planifié, et à ce moment-là, il y avait surtout le Saint-Siège qui s'en est rendu compte et qui s'y est opposé. Jean-Paul II a vraiment écrit à tous les gouvernements personnellement pour leur dire de s'opposer à ce projet et pour les alerter sur les dangers, bon, déjà pour leur propre législation, pour les gouvernements qui n'étaient pas favorables à l'avortement, et puis même au niveau mondial et au niveau du fond de la question de l'avortement. Et ensuite, donc, ce lobby pro-avortement ne s'attendait pas à cela. Et à Pékin, pendant une nouvelle conférence internationale, l'année suivante, en 1995, pendant un an, il a démarché des gouvernements, tous les gouvernements, pour demander l'expulsion du Saint-Siège de ces négociations, en contestant sa légitimité à être observateur auprès des institutions. Et en contestant sa légitimité d'État, puisque derrière le Saint-Siège, évidemment, il voit la religion catholique qui effectivement est contre l'avortement. Et donc maintenant, si on revient à aujourd'hui, on observe toujours ce que dénonçait Jean-Paul II, ce réseau de complicité associant des institutions internationales, des fondations et des associations. Le CLJ a pas mal travaillé dessus, puisque nous avons publié des rapports, et nous en préparons d'autres pour décortiquer les dysfonctionnements institution par institution, puisque, comme je vous le disais en introduction, on agit par des procédures qui sont prévues par ces institutions, mais quand on se rend compte que ces procédures sont viciées et qu'on est incapable d'agir avec des règles justes, et du coup, on adopte une approche plus critique du fonctionnement. Donc je vais vous prendre deux exemples. On pourrait les multiplier, mais puisqu'à chaque fois, il faut rentrer un petit peu dans la technique, j'ai choisi deux exemples. D'abord, à l'ONU. À l'ONU, il y a de nombreux experts de l'ONU qu'on appelle les rapporteurs spéciaux. Rapporteurs puisqu'ils produisent des rapports. Les rapports, soit qui sont adressés à des États avec des recommandations, soit qui ont pour but d'interpréter un droit de l'homme. Par exemple, le rapporteur spécial qui s'occupe de la liberté d'expression, il va faire un rapport pour dire comment on interprète la liberté d'expression par rapport au racisme. Voilà. Ils abordent plein de questions, rapport après rapport. Et souvent dans les médias, même si ces rapporteurs spéciaux ne représentent en réalité pas grand-chose d'un point de vue juridique, ils sont quand même présentés comme la voix de l'ONU ou comme des experts de l'ONU, et ils sont des experts de l'ONU. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que l'ONU ne les finance pas intégralement et qu'elle leur laisse le droit de faire appel à des fonds privés. Donc voilà, c'est tout à fait légal. Elle déconseille, mais elle ne leur interdit pas de le faire. Et donc on a des rapports de ces rapporteurs spéciaux auxquels nous, en tant qu'ONG, on peut contribuer, qui en fait parfois sont
sont payés par nos adversaires. Donc du coup, leur contenu est déjà défini d'avance. Par exemple, en 2016, un rapport qui a été vraiment beaucoup cité, donc il a été cité devant la Cour suprême des États-Unis pour le jugement dont j'ai parlé tout à l'heure. Il a été cité en Pologne aussi devant le tribunal constitutionnel polonais. À chaque fois qu'il y a une affaire sur l'avortement quelque part, il est cité. C'est un rapport qui s'appelle « Genre et torture ». Il a été rédigé par l'expert de l'ONU qui s'occupe de la torture, le rapporteur spécial sur la torture, et il conclut que refuser l'avortement à une femme est une forme de torture. Donc c'est ça sa conclusion. Et c'est très important puisque la torture, la protection contre la torture, elle est absolue en droit international. Il n'y a vraiment pas d'exception, pas de limite. Quasiment tous les droits de l'homme ont des limites, mais vraiment le fait de ne pas être torturé, cela n'a vraiment pas de limite. Et donc si on dit que refuser l'avortement à une femme est une forme de torture, cela veut dire qu'on ne peut pas refuser l'avortement à une femme. Et ce rapport, en réalité, donc, il a été financé par la fondation Ford, qui est une fondation privée, qui est pro-avortement, qui a donné à cet expert 90 000 $ pour ce rapport. Et la même année, alors sans qu'on sache si c'est lié directement à ce rapport ou non, mais la même année, l'Open Society Foundation, qui est aussi pro-avortement, a donné à cet expert 200 000 $. Donc voilà, ces données sont publiques, l'ONU les publie sur un document qu'on a vraiment eu du mal à trouver et qui n'est pas tellement connu. Et ces fondations mettent aussi ces dons sur leur site internet et disent clairement que c'est pour aider le rapporteur spécial dans ses travaux. Et donc voilà, c'est par ces biais-là que ces groupes veulent faire changer le droit international, puisque même si ces rapports ne donnent aucune obligation aux États, ils vont interpréter des dispositions de droit international, donc là l'interdiction de la torture, et ensuite bon, quand ils vont tous dans le même sens, cela a quand même un impact important. Deuxième exemple, l'Organisation mondiale de la santé. Et alors j'ai pris cet exemple parce que je pense que vous en avez peut-être entendu parler, puisque ce document a été assez médiatisé. En mars dernier, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a publié des lignes directrices sur l'avortement, qui ont été diffusées partout dans le monde, d'abord aux professionnels de santé, mais ensuite aussi dans les médias. Et ces lignes directrices, elles promeuvent la libéralisation de l'avortement jusqu'au terme, jusqu'à la naissance. Donc elles sont particulièrement radicales. C'est un des documents les plus radicaux qu'on a, en fait, il est récent dans les institutions internationales. C'est un des documents les plus radicaux qu'on a. Et en fait, il a été rédigé par un programme de l'OMS, qui est pareil, pas financé uniquement par l'OMS, mais aussi par des fondations privées. Et donc pour ces lignes directrices, il y a deux fondations qui ont donné de l'argent, la fondation Gates et la fondation Buffett. Donc voilà, des riches, comment on dit déjà, mécènes, voilà, je cherchais un mot positif, mais Philanthrope. Philanthrope, voilà, américain. Et donc du coup, évidemment, ceux qui ont rédigé ces lignes directrices, ils ont été sélectionnés, et pour deux tiers des experts rédacteurs, donc on a regardé tous leurs noms et on a compté, ils appartiennent aussi à une ONG pro-avortement. Donc il y a le planning familial et il y en a d'autres aussi qui sont peut-être moins connus en France mais qui ont autant d'impact au niveau international. Mais du coup on a maintenant un document adressé aux professionnels de santé qui est en fait financé par des groupes pro-avortement et rédigé par des groupes pro-avortement et qui a le logo de l'OMS et donc qui parle au nom de l'OMS. Et donc tous les médias qui titraient l'OMS recommande la libéralisation de l'avortement, etc. Donc voilà, les méthodes de ce lobby depuis les années 90 n'ont pas changé, donc c'est l'entrisme et les dons d'argent, si on appelle ça d'une manière, on pourrait dire corruption au niveau national, mais bon, c'est légal au niveau international. Et le résultat, c'est des documents officiels qui sont horribles et qui sont très médiatisés. Mais heureusement, et je vais finir là-dessus, ces documents ont peu de valeur en droit international
Et pour le moment, le lobby pro-avortement n'a pas réussi à imposer l'avortement au sein des droits de l'homme, ni explicitement, ni implicitement. Pour comprendre pourquoi, il faut faire une distinction en droit international. Alors je ne vais pas, modifier la soirée et faire un cours de droit international, mais je pense que c'est quand même utile d'avoir juste une distinction en tête, puisque après, quand on lit dans le journal l'OMS ou l'ONU demande à tel État de légaliser l'avortement, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Et en fait, la distinction qu'il faut faire, c'est entre les instruments qui sont juridiquement obligatoires pour les États et ce qu'on appelle la soft law. Donc en anglais, ça veut dire le droit mou. Et donc, en fait, bon, pour les vrais juristes, on pourrait dire que c'est pas vraiment du droit, c'est plutôt des recommandations, des avis, des résolutions, justement ligne directrice, ça en fait partie. Donc voilà, mais le droit international obligatoire, souvent, on rend obligatoire une norme en l'ayant beaucoup répétée au niveau de la soft law. Donc elle a quand même une importance, mais elle n'oblige pas les États. Et donc dans les instruments juridiquement obligatoires, vous avez les traités en fait. Les traités que les États signent, que les États ratifient. Donc quand un État s'engage, prend un engagement au niveau international, il signe un traité, et à ce moment-là, le traité est obligatoire et il doit l'appliquer. Donc il y a les traités, qu'on appelle aussi conventions, et tout ce qui en découle. Donc tout ce qui en découle, après c'est sujet à interprétation parfois, mais bon, par exemple, vous avez la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, qui a créé la Cour européenne des droits de l'homme, et donc sa jurisprudence découle de cette convention, donc est obligatoire pour les États. Et donc si l'on prend ces instruments juridiquement obligatoires, en lien avec l'avortement, on se rend compte que l'avortement n'est pas du tout protégé. Déjà, la plupart contiennent un droit à la vie, et aucun n'exclut les enfants avant la naissance du droit à la vie. Aucun ne fait commencer à la naissance les droits qu'il consacre. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et il y a la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, qui a été signée par quasiment tous les États du monde, qui oblige les États à, alors j'ai pas noté la citation, mais c'est donner une protection juridique appropriée aux enfants avant comme après la naissance. Il y a vraiment l'idée de protection juridique des enfants avant la naissance. Donc voilà, c'est pas forcément très appliqué, mais en tout cas c'est une norme obligatoire pour les États. Et après, au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, dans plusieurs arrêts, la Cour, y compris récemment, a dit qu'aucun des droits de l'homme ne pouvait être interprété comme contenant un droit à l'avortement. Donc ça ne veut pas dire que les États ne peuvent pas légaliser l'avortement, mais ça veut dire qu'en tout cas, ce n'est pas au niveau des normes européennes qui protègent les droits de l'homme qu'ils vont y être obligés. Et la Cour européenne des droits de l'homme a même appliqué les droits de l'homme plusieurs fois à des enfants avant la naissance. Alors souvent, elle a soumis cette application à des considérations supérieures, mais en tout cas, cela montre qu'elle a considéré ces enfants comme titulaires de droits. Donc c'est quand même intéressant aussi. Et ensuite, on a la soft law. Et donc la soft law, c'est un peu tout ce que j'ai cité, des déclarations d'experts, des lignes directrices, des résolutions du Parlement européen aussi, quand on voit que le Parlement européen, quand on lit que le Parlement européen a condamné tel État qui a restreint le droit à l'avortement, etc. C'est vraiment de la soft law. Ça ne veut pas dire qu'il y a un droit à l'avortement, ça veut dire juste que c'est de l'avis du Parlement européen. Et donc, toute cette soft law, elle n'a pas vraiment beaucoup de valeur, donc il ne faut pas se laisser impressionner par tel ou tel document de l'OMS ou de l'ONU. Et surtout, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a de la soft law qui est pro-vie, qui a évidemment moins d'impact, puisqu'elle est moins visible, on entend moins parler, mais elle est quand même importante. Alors déjà en 94-95, donc après ces deux conférences internationales dont je vous ai parlé, les États ont adopté un texte qui inclut un engagement à aider les femmes à éviter l'avortement et à réduire le recours à l'avortement. Donc les États de l'ONU ont quand même adopté un texte avec une volonté de limiter et de prévenir l'avortement
en 94-95, plutôt que ce droit à l'avortement qui devait être adopté si le lobby pro-avortement avait réussi son coup. Et il y a aussi des textes plus récents. En 2019, il y a 19 États qui ont signé une déclaration pro-vie. Et en octobre 2020, il y a une déclaration plus importante de 35 États, déclaration de consensus de Genève, et qui dit clairement il n'y a pas le droit à l'avortement, et la vie humaine doit être protégée avant la naissance. Et ces 35 États, c'est quand même impressionnant puisqu'ils viennent des 5 continents et représentent 20% de la population mondiale. Et quand on lit la liste des signataires, on voit qu'il y a de nombreux États qui en fait ne s'entendent pas du tout entre eux sur d'autres questions, qui sont même en conflit, mais ils ont été rassemblés. Donc c'est une initiative de Donald Trump, où depuis les États-Unis ont retiré leur signature, mais les autres États signataires restent. Il y en a même qui se sont joints depuis. En Europe, il y a la Pologne, il y a la Hongrie, ensuite il y a la Géorgie, il y a de nombreux États africains, il y a des États arabes, il y a le Brésil, il y a le Paraguay. Et donc c'est quand même assez rare que des États des 5 continents très différents puissent s'accorder sur un point. Et donc ça, bon, c'est un engagement moral des États qui signent en disant « je m'engage », ce n'est pas un traité, ce n'est pas obligatoire pour eux, mais du coup cela ne va pas dans le sens de l'avortement, donc c'est intéressant à noter. Malheureusement, cette déclaration qui était quand même très importante, on a peu parlé, donc elle est peu connue, et d'autres documents dont je vous ai parlé qui sont pro-avortement et radicaux, on en parle plus alors qu'ils mériteraient sûrement moins d'écho. Donc pour récapituler sur cette partie internationale avant de conclure, donc il y avait un lobbying pro-avortement et il avait vraiment de fortes chances d'aboutir dans les années 90 à imposer un droit à l'avortement partout dans le monde. Cela n'a pas abouti et du coup cela montre quand même que c'est possible de freiner ce lobby. Et donc pour finir, je voulais insister sur un point par rapport à, vous l'avez compris, l'idée avec ces exemples, c'était de dire que tout n'est pas perdu et de valoriser ce qui va dans la bonne direction. Mais dans tous les cas que j'ai cités, alors je l'ai déjà dit, mais je pense que ce qu'on peut noter, c'est que les résistants étaient très peu nombreux, étaient isolés et étaient minoritaires. Puisque en Pologne, sous la Pologne soviétique, c'était quand même pas très facile de résister. Aux États-Unis, en 1973, les évêques étaient seuls face à une des pires configurations sur l'avortement dans le monde. Donc aujourd'hui, ces deux pays vont quand même largement dans le bon sens. Et au niveau de l'ONU, il y avait dans les années 90, face à ces ONG bien préparées, pas grand monde de préparés, mais surtout le Saint-Siège. Et depuis, il y a quand même beaucoup d'ONG qui se sont créées. Il y a tout un écosystème pro-vie, donc au niveau international, on n'est quand même pas seul, on n'est plus seul. Et du coup, même isolé et minoritaire, on peut quand même faire beaucoup et porter de beaux fruits pour les décennies futures. Je vous remercie de votre attention. Alors, on va passer à la phase des questions. Merci beaucoup en tout cas Nicolas Boer de votre impressionnant exposé qui pour moi m'a ouvert de nouveaux horizons. Alors ce que je propose pour ceux qui sont visio, on vous propose de poser les questions par écrit et notre Pierre-Antoine les posera au fur et à mesure. Est-ce qu'on a déjà des questions ou pas encore? Pas encore. Est-ce que dans la salle il y a une première question? Stéphane. Oui, ce que je vous propose, c'est que vous parliez au micro de façon que tout le monde entende bien. Pardon. Bonsoir, merci pour votre exposé. Vous dites que la France pourrait être contrainte par le droit international à protéger l'avortement si celui-ci évoluait dans ce sens. Mais la France a-t-elle signé la Convention des droits des handicapés dont vous avez parlé? Et si oui, comment peut-elle continuer à appliquer l'avortement thérapeutique au fœtus
présentant des causes probables de handicap, ce qui est clairement une discrimination. Donc comment peut-on la laisser faire ça alors qu'elle a signé, j'imagine qu'elle a signé la convention qui va dans l'autre sens. Comment c'est possible? Alors oui, effectivement, elle a signé la convention. Et donc chacune de ces conventions crée des comités, donc je parlais du comité des droits des personnes handicapées, et ensuite ces comités vont examiner les pays pour voir s'ils respectent ou non ces conventions. Et pour la France, ce comité, donc sous notamment une bonne influence de la fondation Le Jeune, qui a beaucoup agi en ce sens, ce comité a recommandé à la France de stopper le dépistage prénatal systématique. La France ne suit pas cette recommandation, effectivement, parce que sur ces avis et recommandations de ces comités, il y a un débat sur le caractère obligatoire ou non. Donc on est un peu entre les deux, certains vont l'interpréter comme obligatoire, d'autres non. Mais bon, bien souvent, c'est vrai que, pour répondre un peu plus franchement, les États occidentaux qui promeuvent très facilement le droit international, quand ils y sont confrontés à une recommandation, bien souvent ils peuvent la balayer, mais utiliser le droit international pour faire agir dans le sens plus progressiste, on va dire, des États africains ou non occidentaux. Et donc, bon, effectivement, la France devrait respecter ces recommandations, je pense, en tout cas si elle était cohérente, puisqu'elle a signé une convention qui donne au comité le rôle, qui donne à ce comité le rôle d'interpréter la convention et de lui faire des recommandations. Donc bon, elle ne le fait pas, mais j'espère qu'il répétera ses recommandations et qu'un bon gouvernement pourra s'appuyer sur elle pour légitimer un changement à ce niveau-là. Mais elle n'est pas attaquable juridiquement devant une juridiction? Alors il y avait au moment de Vincent Lambert, justement, cette question s'est posée où le comité des droits des personnes handicapées a demandé en urgence, a ordonné en urgence à la France de ne pas euthanasier Vincent Lambert. Et donc plusieurs juridictions ont fait des jurisprudences, ont rendu des jurisprudences différentes. Certaines ont considéré que la France était obligée d'obéir à ce comité. La Cour d'appel de Paris, je crois, a considéré cela. Et ensuite, en cassation, la Cour de cassation a considéré que la France n'était pas obligée d'obéir à cette demande. Donc, c'est pas le comité de l'ONU le plus important. Il y en a un qui s'appelle le comité des droits de l'homme qui est un peu plus important, où peut-être ces recommandations seraient plus facilement vues comme obligatoires. Mais là, du coup, bon, ça a créé un débat puisque cette question de la valeur de ces recommandations de ce comité pour la France, s'était pas posée auparavant. Alors, moi, je pense à un aspect pratique. Donc, j'ai bien compris que le mouvement pro-vie américain est parti des évêques américains. Est-ce qu'on pourrait envisager d'inciter nos propres évêques à avoir une démarche similaire? Parce qu'à travers tout ce qu'on a reçu ce soir, finalement, on a quelques arguments simplement à synthétiser, à résumer et à leur faire valoir. Alors, je pense que les évêques ont été un petit peu réveillés par le mouvement de la manif pour tous, puisque donc c'est pas sur l'avortement, mais sur cette question du mariage, ils avaient pensé au début ne pas se positionner franchement en voyant plutôt le risque de l'impopularité. Mais après, suite à ce mouvement quand même assez large dans la rue, je pense qu'ils réagissent assez différemment face aux questions de société. Alors pas toujours autant qu'on le voudrait, mais par exemple sur l'euthanasie, ils ont publié un texte tous ensemble, donc de la conférence des évêques de France, au nom de tous les évêques, et tous les évêques étaient d'accord pour
condamner clairement l'euthanasie. Donc bon, c'est plutôt quelque chose de positif. Et sur l'avortement, j'ai déjà entendu un évêque qui est responsable de... Alors, je ne connais pas très bien le fonctionnement de la conférence des évêques de France, mais il s'occupe de la partie famille et société, je crois. Il était évêque de Lourdes, maintenant il a changé. Mais du coup, j'ai déjà entendu un évêque s'excuser publiquement au nom des évêques d'avoir si mal réagi à la loi Veil et si peu réagi à la loi Veil. Donc voilà, je pense que certains dans l'Église reconnaissent ne pas avoir agi et avoir vu l'avortement. En fait, le problème, c'est quand on a l'impression que l'avortement, c'est une question que politique, de débat politique, alors qu'en fait, tout autant que pour les sans-abri, c'est une question, les sans-abri, les migrants ou toutes les autres questions, c'est une question en fait de charité concrète, puisque si on considère que ce sont des enfants qu'on tue, en fait, c'est pas qu'une question de débat politique. En fait, qu'est-ce qu'on fait pour ces enfants qui sont des personnes concrètes, tout autant que d'autres pour lesquels on prévoit d'exercer la charité en tant qu'Église, pas juste les laïcs, mais vraiment toute l'Église exerce la charité. Donc les évêques en tant qu'évêques, les prêtres en tant que prêtres et les laïcs en tant que laïcs sur de nombreuses questions. Et en fait, l'avortement n'a aucune raison d'être enlevé de ces questions, puisqu'il y a la charité envers ses enfants et aussi évidemment la charité envers les femmes. Il y a des questions. Alors, on a une question ici. Je crois que ça s'est accroché. Hop, c'est bon. Voilà, donc nous avons une question de Martin par Zoom, je lis. Si la France votait pour inscrire l'avortement dans la Constitution, se trouverait-elle en contradiction avec certains traités internationaux qu'elle a signés ? Je pense qu'on peut quand même dire non, parce que même si j'ai cité des instruments juridiquement obligatoires qui protègent un peu la vie humaine prénatale, globalement au niveau européen ou international, on laisse une liberté aux États de légiférer sur ce sujet dans leurs lois, dans leur constitution. Et justement, ce qu'on essaie d'éviter, c'est qu'il n'y ait pas l'obligation d'autoriser l'avortement. Mais non, il n'y a pas... Je ne pense pas qu'il y ait de recours internationaux utiles et efficaces pour empêcher la France d'insérer l'avortement dans la Constitution. Surtout qu'en plus, après, on rentre dans un autre débat qui est la valeur de la Constitution par rapport au droit international, puisque les deux sont au-dessus de la loi, mais les États en général considèrent que leur Constitution est au-dessus du droit international, et les institutions internationales considèrent que le droit international est au-dessus de la Constitution. Donc ça crée un débat très intéressant, mais du coup c'est à ce niveau-là aussi que ce débat-là se situerait. Je leur dis de poser d'autres questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, Stéphane. On va reprendre le micro. Vous avez évoqué le fait que la torture est un argument quasiment au-dessus de tous les autres. Est-ce qu'il a déjà été tenté d'utiliser cet argument comme, en montrant que l'avortement est une torture de l'embryon? Alors nous on le fait, effectivement, quand on intervient à la Cour européenne des droits de l'homme sur le sujet de l'avortement et que c'est des questions d'avortement tardif, on développe cette idée en décrivant précisément les méthodes d'avortement. Puisque bon, là j'ai parlé d'avortement d'un point de vue assez... qui pourrait presque paraître abstrait sur est-ce qu'il faut un droit à l'avortement, est-ce qu'il ne faut pas, etc. Mais vraiment, quand on intervient devant les juridictions, on reste concret et on ne va pas s'appuyer uniquement sur des jurisprudences passées de la Cour européenne des droits de l'homme pour éviter qu'elles changent. On développe vraiment des idées qui nous paraissent justes, et notamment celle-là, on l'a développée précisément pour mettre, parce qu'on sait quand même que les juges nous lisent, et après des consciences aussi personnelles nous lisent, et les mettre face à cette réalité de l'avortement en leur expliquant que c'est de la torture. Et c'est un argument qui a beaucoup marché aux États-Unis,
puisque donc le seuil de viabilité, aujourd'hui plus personne ne défend un peu ce seuil comme limite intéressante pour l'avortement, puisqu'en fait il change tout le temps selon la technique. Plus les techniques médicales progressent, plus le seuil de viabilité diminue. Et en fait, ce qu'on considérait être le seuil de viabilité avant, en 1973, aux États-Unis, aujourd'hui, c'est un seuil où il y a des études montrent que le fœtus ressent la douleur. Et donc là, l'argument de la torture est quand même intéressant. Et grâce à cet argument, des États conservateurs ont pu, avant même le jugement de juin 2022 qui les y autorisait, ont pu faire passer des lois qui restreignaient l'avortement quand le fœtus ressent la douleur. À ce sujet, enfin, je ne sais pas si cet arrêt n'est pas très connu parce que finalement il n'aboutit à rien, mais justement il y a une décision de la Cour des droits de l'homme qui avait été saisie, mais il y a très longtemps. C'était les premiers arrêts sur le sujet, c'était les pères d'enfants avortés qui saisissaient la commission, enfin, comment elle s'appelait déjà, je ne sais même plus à l'époque, ouais, c'est ça. Et donc, le père avait invoqué justement la violation de l'article 3 qui interdit les traitements et les tortures et traitements inhumains et dégradants. Et enfin, moi, à ma connaissance, c'est le seul arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui a accepté de procéder à un examen au fond de la question, parce que jusqu'à présent, elle disait que l'article 2 sur le droit à la vie, eh bien, l'application à l'enfant à naître du droit à la vie relevait de la marge d'appréciation des États. Donc en fait, elle ne se prononçait pas. Alors que sur l'article 3, elle a procédé à un examen au fond pour dire qu'il n'était pas violé parce que la preuve de la souffrance fœtale n'était pas rapportée. Ce qui, à contrario, voudrait dire, bon déjà, voudrait dire que déjà l'enfant était concerné par la Convention européenne des droits de l'homme, puisqu'on acceptait de vérifier que son droit était violé, et deux, ça voudrait dire que si la preuve de la souffrance fœtale avait été rapportée, l'issue aurait pu être différente. Bon, ça c'est quand même purement théorique, parce que ça fait partie des décisions où de toute façon le recours est rejeté, et au passage, il y a cet élément-là qui est glissé, mais enfin malgré tout, moi en cours, je le dis, et quand même c'est écrit noir sur blanc, voilà, c'est écrit noir sur blanc dans la... Donc ça fait partie des petits éléments qui n'ont pas été très utiles sur le coup, mais qui méritent en effet d'être redits, rappelés, parce qu'un jour ils pourraient se servir de levier quand même pour les... Alors, j'en ai deux. Il y en a une, elle fait 8 lignes. La question de l'avortement est secondaire après celle du statut de l'embryon. Y a-t-il un espoir de faire reconnaître par la loi qu'il n'y a pas de limite objective à la définition de la vie humaine, réaction à l'environnement, premier battement de cœur, accouchement, et que donc le principe de précaution obligerait de fixer l'existence comme début de la vie et donc la fécondation? Dans ce cas, l'avortement se poserait bien comme la fin d'une autre vie et donc impossible sans la mise en danger de la vie de la mère. Il n'y aurait pas besoin du danger de la vie de la mère pour invoquer l'arrêt de la vie. Je ne sais pas si la réponse sera complète, mais je pense que je peux donner quand même un élément. À mon avis, c'est quand même l'avortement qui est le cœur de la question, puisque donc, effectivement la question du statut de l'embryon s'est posée indépendamment de l'avortement pour toutes les questions de recherche sur l'embryon, notamment dans les années 90 en France. Et en fait, toute protection de l'embryon dans le cadre des recherches sur l'embryon est un petit peu vouée à l'échec quand en fait en face on nous répond si on protège, ça finirait par remettre en cause l'avortement, puisque du coup si on protège l'embryon au niveau de la recherche, et bien évidemment après juridiquement on ne peut pas le protéger dans un cas et pas dans l'autre, et c'est vraiment l'argument de l'avortement qui a enlevé et qui enlève de plus en plus toute protection à l'embryon dans le cadre de la recherche, puisque c'est cela qu'on ne veut pas remettre en cause. Et derrière l'avortement, c'est pas juste l'acte de tuer un enfant qu'on ne veut pas remettre en cause, c'est en fait, je pense, la liberté sexuelle qui est au cœur, en fait, dont les gens n'ont pas envie de se passer.
puisque c'est celle-là qui crée ensuite le besoin d'avortement. Donc je ne sais pas si je réponds à toute la question, mais je pense quand même que l'avortement est la question centrale derrière les débats sur le statut de l'embryon. Je me permets de poser une question. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des sujets juridiques qu'on pourrait mettre sur la table? Je fais partie des gens qui disent j'en ai un petit peu marre depuis 50 ans d'en prendre plein la figure et jamais de les attaquer en sens inverse, tous ces gens qui sont pro-culture de mort. Et est-ce qu'il y a des sujets donc juridiques qu'on pourrait mettre sur la table qui pourraient ennuyer un petit peu nos gouvernants? Je vous en cite au moins deux qui me viennent à la tête. Le premier, c'est l'égalité homme-femme. C'est quand même un statut très particulier, l'avortement, où l'homme n'a pas son mot à dire, le père n'a rien à dire. Est-ce que ça, je crois que ça avait été traité mais balayé à l'époque, est-ce qu'on pourrait revenir là-dessus? Un deuxième cas très, très simple, c'est que si vous regardez le site du ministère de la Santé sur tout ce qui est avortement, à aucun moment, ou très très peu, ou très légèrement, les conséquences néfastes sont abordées. Donc voilà, ces deux thèmes, est-ce qu'on pourrait faire une genre de, je dirais, de guérilla juridique? Et est-ce que ça vaudrait la peine? Est-ce que ça peut jouer et marcher? Ou au contraire, voilà, merci. Alors je pense que pour une partie de la question, je pourrais peut-être laisser Aude répondre, mais, parce qu'elle sera plus compétente que moi. Mais sur la deuxième partie, en Espagne, cette stratégie a été utilisée et il y a quelques mois, un recours d'une association qui a attaqué le gouvernement pour avoir répandu de fausses informations sur l'avortement en disant qu'il n'avait pas de conséquences. Donc ce recours-là a donné raison à cette association. Et alors, je ne sais pas quelle institution c'était, si c'était le ministère de la Santé ou une autre institution publique, mais en tout cas, une institution publique gouvernementale a été condamnée pour avoir désinformé des femmes sur le sujet. Donc oui, c'est une bonne idée. Alors, bon, moi là, j'ai pas d'idée précise en tête, mais enfin, Patrick, tu me connais, moi je suis une fervente adepte de la guérilla judiciaire. De toute façon, il s'agit de créer une fissure quelque part, et à chaque fois, de toute façon, les procès sont toujours quand même l'occasion d'une tribune, d'une médiatisation, de communiquer, et en effet de soulever les contradictions et les incohérences qui peuvent exister. Donc, enfin, on en avait déjà parlé, hein, mais cette histoire ces deux idées que tu as citées. Alors pour l'égalité homme-femme, le problème c'est qu'il faudrait une victime, il faudrait un homme qui se plaint, mais enfin ceci dit, peut-être qu'il y en a et qui serait pas contre agir en justice pour engager la responsabilité de l'État du fait que leur enfant est avorté sans qu'ils soient au courant ou contre leur volonté, je ne sais pas, et invoquer ce genre de motifs. Mais bon, moi, mon expérience, c'est que la difficulté, c'est quand même de trouver des victimes pour des procès sans les instrumentaliser. Et puis déjà d'en trouver, parce que dans d'autres domaines, c'est un peu différent là, mais dans d'autres domaines, moi, mon expérience, c'est qu'il y a énormément de gens qui râlent, qui parlent, et au moment de mettre son nom en bas d'un recours, il n'y a plus personne. Voilà, mais c'est la vérité, hein. Ah là là, c'est un scandale, mon enfant lui ça en classe, je veux faire quelque chose, bah, signer juste un courrier. Ah non, non, je veux pas qu'il soit mal vu des profs. C'est-à-dire, le fait est qu'en réalité, trouver des requérants est quelque chose qui n'est pas simple, alors qu'en finalement, moi j'ai déjà mis mon nom en bas de je sais pas combien de recours et jamais eu de problème. Hein. Donc en réalité, il faudrait se détendre avec ça, non mais franchement. Mais c'est quand même, là la difficulté c'est de trouver les occasions, les procès, les requérants. En revanche, pour notamment attaquer la fiabilité des informations données sur des sites officiels, etc., là c'est l'association elle-même qui peut être requérante, donc ça peut être plus simple. Il y a des questions? Oui, Alors on va prendre une question, puis après on va essayer d'alterner entre les visios. Toute disposition juridique est-elle constitutionnalisable, quel que soit son rapport avec des dispositions organiques?
pouvez répéter la question? Ça, c'est une question pour juriste pointu. Oui, il faut la répéter. Je crois que j'ai compris un peu ce qu'il veut dire, c'est de dire que la Constitution, c'est pas forcément son rôle d'intégrer n'importe quel type de disposition. Et effectivement, il y a un argument contre le fait d'insérer l'avortement dans la Constitution, c'est que la Constitution, elle est là pour organiser le rapport entre les différentes institutions françaises, comme règle de base de vie en société, et elle n'est pas là pour dire telle chose est bonne, telle chose n'est pas bonne, etc. Et dans notre Constitution, en tout cas au sein de la Constitution elle-même, il n'y a pas de droit de l'homme. Et donc en fait là, mettre un droit à l'avortement, c'est faire quelque chose d'un peu décalé par rapport à la Constitution. Et si chaque gouvernement ou chaque législature fait ça, après on aura un texte qui est censé être la base de notre société et qui n'aura plus aucune cohérence. Merci. Une question là aussi. Plutôt un tout petit témoignage, je pense. En 1974, j'étais à New York et on avait organisé devant les Nations Unies, j'étais jeune à cette époque, il y avait une manifestation, donc c'était novembre 1974, donc juste après ce que les évêques aient organisé un mouvement. Et là, c'était un mouvement, c'était une manifestation plutôt interreligieuse sur les valeurs familiales, globalement, mais qui incluait ce point de l'avortement. Et donc, à cette époque-là, la question de ces religieux américains était d'attaquer le gouvernement américain qui avait permis cette législation sur l'avortement, cette libéralisation de l'avortement. Ça, c'est un aspect, je sais pas. Plus tard, j'étais aux États-Unis en 1984 à San Francisco. Et là, on avait aussi organisé vraiment une grande fête concernant l'avortement. Parce que l'avortement se généralisait de partout, quoi. Il y avait aussi une très grande mobilisation à cette époque-là. Mais je ne sais pas s'il y avait des démarches juridiques. C'est juste un petit témoignage qui date donc de 74 et après 84. Quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On n'en a pas en visio. Ah, une qui arrive. Donc on prend cette dernière question. Pour essayer de faire prendre conscience de l'impact sur la place de l'homme dans l'avortement et dans la parentalité de manière générale, un homme pourrait-il attaquer en justice une femme qui refuse d'avorter et qui lui impose une pension alimentaire? Si la question est trop hors sujet, désolé. L'homme est de toute façon, du fait de la biologie, est toujours libre de reconnaître ou pas un enfant, donc après ça, du coup s'il ne le reconnaît pas, il n'aura pas de lien d'obligation avec cet enfant, donc il ne peut pas vraiment se plaindre du fait que la femme avec qui il a fait cet enfant n'a pas avorté. Heureusement. Après, je sais pas si j'ai... Si. Juste pour apporter un complément. Alors pour ça, il faut reconnaître que si la femme lui colle une action en recherche de paternité, elle va demander un test biologique et elle pourra en effet lui imposer la paternité. Alors est-ce qu'un homme pourrait reprocher à une femme de ne pas avoir avorté? Ça n'aurait aucune chance d'aboutir. Et je pense que là, ce serait un peu d'assez mauvais goût quand même comme action pour susciter un débat public, justement que de... Parce que même si, en fait, de prêcher l'avortement pour faire réaliser que c'est pas bien, je pense que c'est quand même un peu tordu comme stratégie. C'est ça l'idée, je vais Ouais, c'est ça. Enfin, j'imagine, si j'ai bien compris. Mais, enfin, cela dit, la démarche, là, justement, des hommes qui refusent la paternité qui leur est imposée, aujourd'hui, on a de plus en plus de procès, justement, d'hommes qui se défendent des actions de recherche, contre les actions de recherche de paternité en disant oui, je suis le géniteur, mais je ne suis pas le père.
et je ne veux pas qu'on m'impose une paternité non désirée. Et jusqu'à présent, la Cour de cassation a été saisie de au moins 3 questions prioritaires de constitutionnalité, donc qu'elle n'a pas transmis au Conseil constitutionnel pour violation du principe d'égalité, pour défaut de caractère sérieux de la question, mais depuis la loi PMA, là, avec la PMA pour les couples de femmes, étant donné qu'on a répété à longueur de débats parlementaires que le géniteur n'avait rien à voir avec un père, et que le père, c'est pas celui qui a fourni la petite graine, c'est celui qui s'investit en l'éducation, blablabla, ce refus de paternité des géniteurs malgré eux, eh bien, en fait, devient complètement crédible. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, en tout cas, comme tactique pour remettre en cause l'avortement, ça n'a aucune chance d'aboutir là devant un tribunal, franchement, je pense pas. Et je crois pas que enfin, en tout cas, moi, je ne serais pas très emballée pour reprendre ce genre de recours. Oui. Mais je pense à un fait historique qui s'est retourné contre leurs initiateurs. C'était la confiscation des biens de l'Église en 1905. Et aujourd'hui, on est très très heureux que nos cathédrales soient payées par l'État et pas par les... Voilà, donc l'histoire fait que parfois il y a des retournements de situation. Ouais, mais on serait peut-être plus nombreux à verser le denier du culte si les cathédrales nous appartenaient encore aussi. Hein. Bon, c'est un autre sujet. Non, mais c'est un autre sujet. Bon, en tout cas, merci Nicolas Boer. J'en profite aussi pour remercier le CJL qui fait un travail remarquable. On avait eu l'occasion d'accueillir il y a quelques années Grégoire Pupin, qui vous faites un travail juste extraordinaire. Alors que là aussi, vous montrez qu'avec, parce que je crois que vous êtes 3 ou 4 juristes, avocats. On est 5. Vous êtes 5, voilà. À 5, vous faites un travail juste incroyable au niveau de l'Europe. Donc bravo. Bravo d'ailleurs, j'en profite aussi parce que Aude fait la même chose maintenant depuis 3 ans. Maintenant, je crois que vous êtes 4 avocats aussi. Alors en fait, nous sommes 2 et nous venons de recruter un autre juriste. Un juste juriste, 3 juristes. Donc comme quoi, des petites structures, mais bien organisées, et puis aussi avec des gens brillants, parce que vous devez le dire, mais Nicolas est HEC, Sciences Po et doctorant en ce moment en droit international. Donc avec des têtes bien faites et volontaires, on arrive à faire des choses assez remarquables. Voilà. Donc écoutez, merci de votre présence, merci à ceux qui sont en visio. On vous donne rendez-vous pour ceux qui veulent le mercredi 7 décembre à 20h30 avec le professeur René Cochard. Merci encore pour ceux qui sont là. On peut prolonger un tout petit peu notre réunion.